Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la gestion de la FECAFOOT est à nouveau dans l'impasse. La Chambre de conciliation et d'arbitrage a invalidé les nouveaux statuts de l'instance fêtière du football camerounais adoptés en août 2015. Quelle incidence peut avoir cette décision sur l'élection du nouvel exécutif de la FECAFOOT? Analyse et décryptage dans ce journal. Autre titre de l'actualité, les personnes âgées sont de plus en plus victimes d'abandon, de violences et de mauvais traitements au Cameroun, sans couverture sociale, aucune assurance maladie et encore moins une pension vieillesse. Elles peinent à vivre décemment. À l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées, nous leur consacrons tout un dossier sur l'exclusion et la marginalisation de cette couche sociale vulnérable au Cameroun. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Abdourahmane a eu gain de cause dans l'affaire qui oppose le président de l'Étoile filante à la FECAFOOT. La Chambre de conciliation et d'arbitrage a invalidé les nouveaux statuts de la FECAFOOT adoptés en août dernier. Pour en savoir davantage, nous avons en ligne de Yaoundé Aïk Cyril, notre correspondant. Bonsoir Aïk Cyril, quelle est la décision qui vient de tomber à la Chambre de conciliation et d'arbitrage? Bonsoir Cédric Noufélé et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Il faut dire que c'est un véritable imbroglio et selon qu'on est pro ou anti-FECAFOOT, on l'interprète de sa manière. La Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun invalide non pas toute l'Assemblée générale, mais simplement la première résolution de l'Assemblée générale du 5 août 2015. Cette première résolution stipulait que les statuts de la FECAFOOT sont adoptés en l'état. Or, la Chambre de conciliation et d'arbitrage trouve que l'article 23, alinéa B de ces statuts, viole l'article 32 de la loi du 15 juillet 2011, loi régissant les activités physiques et sportives au Cameroun. La Chambre de conciliation et d'arbitrage trouve aussi que cet article 23 alinéa B des statuts de la FECAFOOT viole également l'article 12 des ligues décentralisées de la Fédération camerounaise de football. Merci Aïk Cyril pour toutes ces précisions. L'on annonce en ce moment que Tombi Aroko, le président élu à la FECAFOOT et son bureau exécutif sont réunis pour examiner ce brûlot qui leur tombe entre les mains et donner leur position officielle sur cette situation. Et je reçois sur ce plateau pour interpréter l'incidence de cette décision Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous êtes journaliste sur Equinox Télévision et vous travaillez au service des sports. Alors, quelle peut être l'incidence de cette décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage? Alors Cédric, il faut déjà dire qu'il y a trois scénarios possibles. Alors le premier, c'est que la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération camerounaise de football se plie à la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national et olympique et sportif du Cameroun, puisque cette décision qui annule le processus électoral dans son ensemble voudrait simplement dire que tout est remis à plat, parce que même l'élection de Tombi Aroko Sidiki, qui a été faite lundi dernier, fait partie de ce processus électoral qui est donc organisé, encadré par ces nouveaux textes adoptés le 5 août 2015 lors de cette assemblée générale extraordinaire, laquelle a été attaquée donc par Abdourahmane Amadou Baba. Le second scénario est que Tombi Aroko Sidiki et son équipe décident de rester en place en attendant les 21 jours que leur donne donc la décision de la CCA pour se pouvoir en cassation auprès du tribunal arbitral de sport pour obtenir, pourquoi pas, gain de cause de ce côté-là si cela est possible, de rester donc en place et d'attendre que cet autre épisode-là soit conclu de ce côté-là. Et le dernier épisode pourrait être le même qu'en 2013. Vous vous souvenez qu'en 2013, Iya Mohamed avait été élu, même s'il n'avait pas préparé l'élection, il était déjà dans des difficultés avec la justice camerounaise, mais il avait été élu et cette élection avait toujours été annulée par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Mais l'équipe de Iya Mohamed justement avait décidé de rester en place à l'immeuble siège à Tinga et de continuer la gestion du football camerounais. Toute chose que n'avait pas approuvé la faction dissidente menée par le vice-président de l'époque alors de l'exécutif de 2009, c'est-à-dire John Begenindi avec les David Maïbi, Antoine Depadou et Somba Yenga, Aluma Ladi et compagnie. Cet exécutif donc était allé prendre de force le siège de la Fédération camerounaise de football. On avait d'ailleurs diffusé pas mal de reportages là-dessus sur les antennes d'Equinox Télévision, ce qui avait donc amené
Tombiaroko Sidiki, alors secrétaire général de la FECAFOOT, a écrit à la FIFA pour demander quelle était la conduite à tenir. Et c'est ce qui avait donc donné lieu à la suspension du Cameroun en 2013. Et tout avait été remis à plat et on avait nommé du côté de la FIFA, je vais dire, on avait mis sur pied du côté de la FIFA un comité de normalisation qui avait été piloté par Joseph Ouna. Par contre, il faut également dire, Cédric Noufélé, que ce n'était pas la meilleure attitude pour le comité de normalisation de passer le témoin à l'équipe de Tombiaroko Sidiki hier, avant la décision d'aujourd'hui. Pourquoi? Alors justement, quelle peut être l'incidence? Est-ce qu'il y aura des crises qui vont survenir de nouveau à la Fédération camerounaise de football avec le camp Abdourahmane qui revendique le retour de l'Assemblée générale 2009 et notamment du vice-président John Begeninde? Quelles peuvent être les incidences? Autres crises qui vont naître certainement à la FECAFOOT. Une chose est certaine, Cédric, c'est qu'on est loin d'être sorti de l'impasse à la Fédération camerounaise de football. Vous l'avez si bien relevé tout à l'heure. Même au sein de cet exécutif de 2015, là, chapeauté par Tombiaroko Sidiki, il y a encore des factions dissidentes, parce que vous savez que cet exécutif est mis en place à la faveur d'un consensus. David Maïbi, Antoine Depadou et Somba Yenga, qui eux font partie bel et bien de la faction John Begeninde et donc de l'exécutif de 2009, un exécutif auquel n'appartient pas forcément Tombiaroko Sidiki, parce que dans cet exécutif, il n'était qu'un employé en qualité de secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Mais vous savez que pour prendre part à l'élection qui a abouti, pour prendre part au processus électoral qui a abouti à son élection, on avait dû le mettre en congé administratif, président du comité de normalisation de la FECAFOOT. Joseph Ouna avait dû mettre Tombiaroko Sidiki en congé administratif, mais avec cette décision, si jamais Tombiaroko Sidiki perd sa casquette de président de la FECAFOOT, il serait difficile pour lui de retrouver maintenant sa casquette de secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, puisque celui qui l'avait mis en congé, c'est-à-dire son patron d'alors, Joseph Ouna, n'est plus aux affaires aujourd'hui, et donc il y a un secrétaire général par intérim qui gère la Fédération camerounaise de football aujourd'hui, et dans le fond, en temps normal, c'est à lui aujourd'hui qu'il faut se référer, en attendant que peut-être, autre scénario possible, que l'exécutif de la FECAFOOT de 2009 revienne à Tinga prendre une fois de plus la gestion du football camerounais entre les mains. Merci Sylvestre Hippolyte Zangao pour toutes ces précisions. La réaction de la FIFA est attendue et je vous l'annonçais, le nouvel exécutif de la FECAFOOT s'est réuni en ce moment à Tinga Yaoundé pour se prononcer sur cette décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage qui a invalidé les nouveaux statuts de la FECAFOOT. Restons dans le domaine du sport pour évoquer cette affaire de prime qui fait encore grand bruit dans la tanière des Lions indomptables. À 2 jours d'un match crucial contre le Zimbabwe, elles n'ont pas perçu de prime pour les matchs qui se sont déroulés dans l'avant-dernière phase éliminatoire des Jeux olympiques 2016. Cependant, elles estiment être confiantes pour cette rencontre. Reportage avec Cyril. De sources proches de la tanière, les Lions indomptables cumuleraient des arriérés de primes, notamment après les 2 matchs aller et retour contre le Ghana au tour précédent des éliminatoires des Jeux olympiques 2016. Mais la capitaine Christine Mani et ses coéquipières ne veulent pas y penser. Elles préfèrent se concentrer sur le match de ce samedi contre le Zimbabwe. Le montée des femmes est toujours un peu difficile, mais on arrive à régler ça et on arrive à contrôler. La seule chose qu'on a dans la tête actuellement, c'est notre match de samedi. Dans une société, chaque personne a son rôle. Nous sommes des joueuses. Notre travail, c'est de jouer, apporter des résultats, faire sourire le public camerounais qui nous soutient depuis. Les autres, ils ont aussi leur travail à faire. Donc, je préfère que vous adressez à fil des droits. Mais pour ce dernier tour qualificatif, le coach Eno Ngachu dispose d'un effectif plutôt amoindri. Certaines joueuses professionnelles n'ont pas été libérées par leur club employeur. Le président de Arras qui m'a dit que les filles, Leko Yvonne et Mefoumetou ne pouvaient pas être là parce que Arras va être champion cette année. Donc il a dit qu'il ne pouvait pas les libérer. Bon, on comprend. Nous avons eu la réponse du FC Minsk en ce qui concerne Gobelek et Boudjoukati. Ils ont le match de la Champions League. Le club de Gaël, le président me dit ce n'est pas dans le calendrier de la FIFA. Si c'est une date FIFA, on peut libérer Gaël. Étant donné que ce n'est pas dans le calendrier FIFA, on ne pourra jamais la libérer. Pour autant, les Lions pourraient compter sur leur dernier rempart. En remplacement de Aden Gondom, Isabelle Mabingo veut confirmer la belle prestation réalisée aux derniers Jeux africains. Que le coach me fasse confiance aujourd'hui. Je sais l'ampleur qui m'attend. Je joue devant mon public. Et puis,
j'ai pas droit à l'erreur surtout. Et j'attends beaucoup de motivation d'eux aussi, puisque ce sont eux qui nous amènent vers l'avant. Et je suis sûr de ne pas le décevoir. Les Lions indomptables croisent le Zimbabwe ce samedi au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. C'est dans le cadre du match aller du dernier tour des éliminatoires des Jeux Olympiques Rio de Janeiro 2016. Dans le reste de l'actualité, au moins 3 personnes ont péri dans un accident de la circulation survenu non loin de Nkongsamba. C'est à la suite d'une collision entre 2 gros porteurs, Cyril Djemba et Étienne Pascal Azégué. Il a fallu plusieurs heures de dur labeur aux éléments du corps national des sapeurs-pompiers venus de Nkongsamba pour extirper les corps de cet amas de ferraille qui est devenu la partie avant de ces 2 camions après le choc frontal. L'accident survenu au lieu dit Ndogmawa, à quelques kilomètres de Nkongsamba, a laissé sur le carreau 3 personnes. Il s'agit des conducteurs des 2 camions et d'un élément du bataillon d'intervention rapide. Un drame que l'on aurait évité si et seulement si un de ces conducteurs ne s'était pas entêté à continuer le voyage malgré la panne détectée au niveau du système de freinage, comme l'explique son compagnon. J'ai perdu les freins au Carrefour Ndungé, bon, je suis descendu, remonté, j'ai eu à cause de la peine, la voiture est même entrée. Lui, en tant que patron mécanicien, m'a dit que bon, il a arrangé qu'on continue. Comme c'était la montée, j'ai continué encore avec lui jusqu'à Lélé. J'ai constaté que ça n'allait pas. J'ai garé. J'ai dit que bon, alors si là, il faut appeler un technicien du métier. Il nous arrange la voiture. Lui, il a même insisté que j'entre dans la voiture. Lui-même, il va conduire. Comme je suis fatigué, on va arriver à Saint-Tour tranquillement. Je lui ai dit que non, il ne peut pas. Bon, dans ce cas, avance-toi avec la voiture. Il doit prendre une autre voiture derrière. On va se retrouver à Saint-Tour. C'est d'ailleurs cette présence d'esprit et la bonne décision qu'il va prendre qui vont lui sauver la vie. Le chauffeur titulaire de ces véhicules a préféré ne plus continuer le véhicule. Il a déclaré cette panne à son patron. Ce dernier s'est entêté à prendre le volant lui-même et a continué la route. Et a suivi une descente, n'a pas pu continuer et c'est ainsi qu'il a percuté un véhicule à son passage et a fini sa course folle en entrant en collision avec un véhicule qui roulait sens inverse. L'ampleur des dégâts causés par la collision entre ces 2 camions est plus visible en journée. 2 des 5 passagers qui étaient à bord de ces camions vont s'en tirer avec des blessures légères. Ils seront d'ailleurs pris en charge à l'hôpital central de Nkongsamba où seront aussi déposés les corps des 3 victimes. Près de 6 établissements sur 10 utilisent des cargos pour transporter des élèves dans le 5e arrondissement de Douala. Pourtant, ces cargos ont été interdits de circulation en raison de leur implication dans de nombreux accidents mortels. Une descente musclée du préfet du Vouri a permis de mettre en fourrière une trentaine de ces engins de la mort dans la ville de Douala. Reportage Julien Gué. Une trentaine de véhicules communément appelés cargos mis en fourrière. Des sabots apposés sur des cars jugés non conformes chargés du transport des élèves. C'est le résultat d'une opération coup de poing effectuée par le préfet du Vouri dans l'arrondissement de Douala 5e. Nasseri Paul Beya et son équipe ont tour à tour parcouru plusieurs établissements scolaires de cette localité, en vérifiant l'état des engins roulants qui assurent le ramassage et le déplacement des élèves. Quelques heures après, l'autorité préfectorale fait un constat inquiétant. Le constat est vraiment amer. Parce que nous avons constaté des écoles où avec 12 voitures, 12 cargos pour transporter nos enfants. Les cargos dans n'importe quel état. Les engins de la mort. Et nous ne pouvons pas donc les laisser continuer à faire dans ces enfants ces accidents. Au moins 6 établissements sur 10 utilisent des cargos. La plupart de ces véhicules conçus pour transporter uniquement les marchandises ont été transformés en cas de transport des élèves. Entre l'état de délabrement avancé, des pneus usés et l'absence des visites techniques,
Les responsables des établissements scolaires incriminés tentent de se justifier. On a 5 bus et on fait avec ce que nous avons. Si on regarde dans les écoles environnantes, nous sommes l'école la moins chère au niveau de la scolarité. On n'a rien à dire. On observe tout simplement que les choses se fassent dans la réglementation, tout simplement. Pour l'autorité administrative, l'heure est à l'application des mesures strictes dans le but de garantir la sécurité des élèves. Paul Nasseribeya recommande aux parents d'être plus vigilants et plus exigeants envers les responsables des établissements scolaires. Je vous le disais en titre, les personnes âgées font face à l'isolement social doublé d'une précarité économique. La majorité d'entre elles ne bénéficient d'aucune pension retraite et pour les plus chanceuses, cette pension est insuffisante pour mener une vie décente. À l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées, elles expriment leur amertume face à la marginalisation dont elles sont victimes. Warren Zede et Albertine Bichada. Être vieux ou vieille, une bénédiction bien lourde à porter. Quand j'étais jeune, j'étais dans une société des gens qui avaient l'énergie, la possibilité de dominer leurs propres moyens. Bon, aujourd'hui que je suis vieux, je ne suis plus dans cette société, je suis complètement radié parce que, en fait, je vis l'exclusion de la nouvelle société. Comme cet ancien encadreur de football, pour plusieurs personnes âgées, la vieillesse est une étape de la vie que la société a du mal à gérer. On nous dit souvent, tu as déjà fait ton temps. Donc, on est déjà vieux, on est comme une chaussure qu'on doit jeter par derrière. Et on commence à le maltraiter, dire que non, celui-là, c'est un sorcier. Et pourtant, ces vieux et vieilles ont bel et bien leur place dans cette société et les choses à donner pour son évolution. Et nous conseillons à la jeunesse d'être un peu plus attentifs à nous, parce que nous avons vécu beaucoup de choses qu'eux, ils ne savent pas. Bon, de façon que moi, la vieille, je peux lui apprendre quelque chose que lui, il ne connaît pas. Réunis au sein de la MUPAC, la mutuelle des personnes âgées, plateforme pour échanger sur des préoccupations les concernant, les personnes du troisième âge ont également interpellé le gouvernement pour une meilleure prise en compte de leurs doléances. En Europe, on prend soin des personnes âgées. Nous aussi ici, chez nous, dans notre pays au Cameroun, nous voulons que nous soyons aussi reconnus par l'État, qu'on nous donne au moins quelque chose pour subvenir à nos besoins. Pour ces hommes et femmes, il faut aussi, pour une meilleure gestion de cette étape de la vie, prôner l'amour et la solidarité. Des conseils qui nous concernent tous, car comme le dit l'adage, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. La politique de prise en charge des personnes âgées est quasi inexistante au Cameroun. Quelques rares établissements privés de protection sociale disposent des auxiliaires de vie pour s'occuper du bien-être de ces personnes âgées, mais cette activité méconnue au Cameroun ne nourrit pas encore son homme. Reportage, Marcelin Gansop. À domicile ou au service de gériatrie, c'est sensiblement le même quotidien pour tous les auxiliaires de vie sociale. S'occuper des personnes du troisième âge et autres nécessiteux. Elle est très gentille. Très gentille, vraiment. Je m'occupe d'une malade Alzheimer de 8h à 16h. L'Alzheimer, c'est une perte de la mémoire. Donc avec la formation, ça m'a permis de la comprendre. Et maintenant, elle arrive à réaliser avec mon aide les actes de la vie quotidienne, le bain, le repas, le traitement médical, les trucs comme la marche, l'alimentation équilibrée. Essayer de voir comment elles vivent, causer avec eux, comprendre, essayer de comprendre leurs problèmes, surtout leur toilettage là. Elles sont abandonnées, elles ne peuvent pas se laver leurs vêtements, peut-être même la nutrition. D'aucuns pourraient penser que c'est une partie de plaisir, que non. Il y a d'abord la difficulté à affronter l'entourage de la personne âgée avant d'aller vers elle-même, parce qu'ils ne comprennent pas encore notre rôle. Parfois, c'est des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Parfois, pendant que vous leur faites du bien, ils vous tapent ou bien ils vous poussent. Hein, il y en a même qui n'acceptent pas faire leur bain parce que celui-là a peur qu'on ne voie sa nudité et tout ça. L'exercice de ce métier est d'autant plus difficile qu'il est moins, sinon pas du tout connu au Cameroun.
Et ce, en dépit de l'existence de quelques structures privées de formation. Ils s'apparentent souvent à des femmes de ménage, à des gens de basse classe. C'est un métier qui peut nourrir son homme. Mais parce qu'il n'est pas encore vulgarisé, certaines familles n'arrivent pas encore à nous encourager dans ce sens-là. C'est une très bonne chose, mais il faut former les familles. Parce qu'il y a des familles qui abandonnent expressément les personnes âgées. Peut-être parce qu'ils envient les biens que nous avons, mais il ne faut pas qu'ils soient pressés de les acquérir, qu'ils attendent qu'on les lègue. En plus d'être méconnus, l'activité ne nourrit pas son homme. Ceux et celles qui l'exercent se disent motivés par le seul souci d'apporter leur pierre à la sauvegarde du troisième âge. Puisque depuis que nous sommes sortis de l'école, nous sommes au quartier. Il n'y a pas de salaire, c'est juste l'amour. Peut-être si vous êtes sollicité, on vous propose un maigre salaire qui ne peut même pas résoudre, même ne serait-ce que l'argent de transport. Si les affaires sociales et la mairie pouvaient faire fusion pour valoriser notre formation. Au moment où l'on célèbre les personnes âgées, voici un métier qui mériterait plus d'attention. Avec l'auxiliaire de vie sociale à leur côté, les vieux se sentent jeunes et corrent leurs derniers jours à belles dents. Si seulement cela pouvait profiter au grand nombre. Au-delà de cette image, les personnes âgées sont de plus en plus victimes d'abandon, de violences et de mauvais traitements au Cameroun. C'est le cas de ces ex-employés des sociétés d'État qui, il y a quelques semaines, ont été molestés par les forces de l'ordre alors qu'elles revendiquaient le droit. On en parle dans la deuxième partie de ce journal. Ce jeudi est 1er octobre 2015. Dans l'histoire du Cameroun, cette date marque la réunification de notre pays. Seulement, le gouvernement refuse de prendre en considération cette commémoration. Reportage, Éric Massian-Djomo. La date du 1er octobre gêne-t-elle le régime de Yaoundé? L'interrogation vaut son pesant d'or en cet autre 1er octobre, date qui rappelle l'avènement de la République fédérale du Cameroun, fruit de la réunification du Cameroun français et du Cameroun britannique. Aucune célébration sur le triangle national, si oui, les épaulettes dans les rangs de l'armée qui ne renvoient à rien de relatif au 1er octobre. Les deux régimes qui se sont succédés à la tête du Cameroun évitent soigneusement de mettre cet événement et cette date en avant. Conclusion, la date du 1er octobre dérange. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui n'ont pas la capacité de regarder la réalité en face, compte tenu d'un certain nombre d'événements. Ce sont des gens, quand vous avez triché, vous ne pouvez plus, n'est-ce pas, poser un certain nombre regarder un certain nombre de choses par la face. Le fait que M. Ahidjo ait pu créer le 20 mai 1972 une réunification de façade qui violait les accords de Fumban, etc., fait que aujourd'hui ceux qui nous gouvernent pensent qu'il faut tout faire pour ne plus parler de ces choses-là. Il faut faire très très attention pour les peuples qui doivent être construits dans l'histoire. Et l'histoire du Cameroun, bien entendu, commence le 1er octobre 1961 à Fumban. La question anglophone est donc au cœur de la crainte. Les activistes du Southern Cameroon National Council profitent de cette date pour manifester leur mécontentement face au hold-up du Cameroun français et de Amadou Ahidjo. Si nous pouvions valoriser les deux cultures, reconnaître que nous sommes deux entités qui sont mises ensemble, je crois qu'on pourrait mieux se développer. Mais les gens veulent, n'est-ce pas, faire croire que l'histoire n'a pas existé. Qui n'est prévu aucune manifestation sur l'étendue du territoire indique qu'il y a une peur. Mais le conseil que je pourrais donner, c'est qu'on ne peut pas écarter la vérité. Et je pense que ce régime est en passe de réussir quelque chose. On a écarté la norme et on a réussi à normaliser l'écart. Cette date du 1er octobre tend à disparaître dans les mémoires des plus jeunes Camerounais par pure volonté politique. Les analystes pensent que seul un changement de régime et de système politique permettront de mettre en avant cette date du 1er octobre au Cameroun. À présent, un public reportage avant la deuxième partie de ce journal. C'est parti pour Promote 2017. Le comité d'organisation était face à la presse pour annoncer le démarrage des préparatifs et les innovations de ce salon de l'entreprise. Reportage. L'adage est bien connu. Qui veut aller loin ménage sa monture. La fondation Interprogress l'a compris et donne le coup d'envoi de Promote 2017, 15 mois avant le jour J. En effet, la 6e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé
se déroule du 11 au 19 février 2017. Parce que c'est nécessaire de garder un niveau qui se perfectionne tout le temps. Il est bon aussi que les participants à Promote, surtout les exposants, digèrent et aient le temps de digestion de tout ce qu'ils peuvent acquérir dans Promote en termes de nouveaux contacts et autres. Et on pense qu'on pourrait les essouffler si c'était annuel. Il faut que cet événement soit attendu, souhaité, digéré et préparé. Donc il y a un cycle. Et ce cycle d'observation, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. C'est 2 ans. On a accepté de passer de 3 à 2, mais on ne pourrait pas, avec les moyens actuels, faire autrement. Promote 2017 reste fidèle à la trajectoire des éditions précédentes. Sauf que cette 6e édition est placée sous le double signe de la professionnalité du salon et de la capitalisation des opportunités qu'offre justement ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. C'est une évolution qualitative de tout ce qui fait la magie et la chimie de Promote. Il y a une sorte de convivialité qu'il faut encourager. Et je dois dire que moi qui ai travaillé dans l'événementiel, pas seulement en Afrique, j'apprécie beaucoup le contexte africain parce que c'est beaucoup plus facile. Et ça marche très bien. C'est pour ça qu'on arrive à faire des assaisonnements qui, en fait, en même temps, plaisent aux gens. C'est aussi un peu récréatif, mais le récréatif attrape le professionnel d'une façon très efficace. L'un des défis que doit relever la Fondation Interprogress reste celui de la gestion de l'espace. Dans un contexte où la demande est sans cesse croissante, pendant que le nombre de visiteurs ne cesse également de grossir d'une édition à l'autre. Pendant les éditions de 2002 à 2011, on avait une pièce, c'est-à-dire le Palais des Congrès en entier. En 2014, pour différentes raisons, vous connaissez, on a pu avoir la foire de Chinga. Donc tout d'un coup, on s'est retrouvé avec un appartement de 2 pièces. Maintenant, on retrouve le palais pratiquement dans son entité, plus la foire de Chinga, on a 3 pièces. C'est la qualité qu'il faut augmenter. Malheureusement, l'espace est contraint. On a des contraintes physiques, on a des murs qui s'arrêtent. Les exposants veulent de plus en plus chaque année, ils veulent plus de place. Donc on ne peut pas monter le nombre d'exposants quand les exposants augmentent leurs espaces. Puisqu'on a 21 000 m² à disposition d'exposition effective à l'heure actuelle, c'est vrai que ça, il faudra gérer. Maintenant que le coup d'envoi est donné et que le train a quitté la gare, la balle est désormais dans le camp des potentiels exposants. Ils ont jusqu'au 30 septembre 2016 pour souscrire. La date du 9 janvier 2017 étant retenue pour l'aménagement du site et le montage des installations. Le 1er février 2017, ce sera le tour de l'aménagement des stands par les exposants avant la coupure du ruban symbolique le 11 février, jour du lancement effectif de Promote 2017. C'est la fin de la première partie de ce journal. Dans quelques instants, la seconde partie. Je reçois en deuxième partie de ce journal Jean-Baptiste Bamou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes membre du collectif des ex-employés des sociétés d'État, qui sont tous des personnes du 3e âge. Et nous célébrons justement la journée internationale des personnes âgées. Alors vous avez suivi tout à l'heure ce reportage-là sur ce problème que rencontrent les personnes du 3e âge au Cameroun, marginalisation, exclusion. Est-ce que vous aussi, vous vivez cela? Et c'est la pure vérité. Si vous remarquez, dès qu'on a déjà dépassé la soixantaine, on ne compte plus du tout. Et ça fait que je ne sais pas comment expliquer ça. Quelle est votre expérience de cette marginalisation, de cette exclusion-là? Ça veut simplement dire qu'on vous laisse vous débrouiller. Quand vous voyez les personnes du 3e âge, les gens de plus de 60 ans, encore dans les marchés, encore, je ne sais pas, veilleurs de nuit, parce qu'il faut à tout prix qu'ils trouvent quelque chose à manger. Et pourtant, étant jeunes, ils se sont battus pour la construction de ce pays. Malheureusement, il n'y a rien de prévu. Et le reportage l'a montré à suffisance. Justement, on parle de ce problème de pension-retraite, c'est de ça que vous voulez faire allusion? La pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont pu travailler? Pour ceux qui ont pu travailler, certains ont eu la chance d'avoir effectivement la pension vieillesse et ils en bénéficient. Mais il y en a
beaucoup qui ont également travaillé, malheureusement, n'ont pas pu cotiser les 180 mois nécessaires. Aujourd'hui, ils végètent. Ils ne peuvent pas être sûrs du lendemain. Sinon, aller donc faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, se débrouiller dans des petits métiers, la débrouillardise. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement accorde une attention particulière à cet épineux problème des personnes du troisième âge? En tout cas, c'est vrai que je n'ai pas toutes les données, mais quand je regarde ce que je regarde ce que je vois dans la ville ici à Douala, je doute fort qu'il y ait... en fait, on me parle du ministère des Affaires sociales, mais est-ce qu'elle fait vraiment son travail? Est-ce qu'il fait vraiment son travail? Je ne crois pas. Il y a encore beaucoup à faire. Si jamais on a commencé, il y a encore beaucoup à faire. Et je me demande si tous ces ministres qu'on nomme, ce n'est pas seulement pour on les place là pour qu'ils gagnent leur vie et puis demain, tant pis pour les nécessités. Mais quels sont les besoins des personnes du troisième âge? Quelles sont ces difficultés que vous souhaitez que le gouvernement puisse résoudre, notamment vous qui êtes ex-employé des sociétés d'État et qui revendiquez depuis une trentaine d'années ces primes de reconversion? Mais voilà une preuve. Ce problème naît des difficultés que le Cameroun a connues dans les années 80. Les bailleurs de fonds ayant fait pression sur l'État, il fallait privatiser, il fallait liquider des sociétés qui n'étaient plus rentables. Et le 4 novembre 1988, le chef de l'État sort une instruction et dans un des articles, il institue la prime de reconversion. 26 ans après, on n'en parle même pas. C'est vrai, le ministre Lamine Mey a pris le courage sur lui de nous donner 3 mois. Mais même ces 3 mois, il y en a certains qui n'ont pas encore eu. Quelles sont les statistiques? Combien à peu près le pourcentage de ceux qui ont déjà perçu ce premier trimestre de paiement? Il y a environ 14 000. Et même parmi les 14 000, il y a une bonne partie qui n'a pas eu l'intégralité des 3 mois. Ils ont donc fait les requêtes qui chôment encore aujourd'hui dans les bureaux du ministère des Finances. Ils ont fait des requêtes, par exemple, bon, si on prend votre salaire, et vous savez qu'on sait que vous touchez par mois 100 000 francs, donc vous devez avoir 300 000. Mais alors, le jour quand vous venez pour prendre les 300 000, on vous donne 200 000 francs. Vous dites non, ça ne correspond pas à mes 3 mois de salaire. Vérification faite, on est d'accord avec vous. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend pour donner cet argent, ce manque? Il y a également certains de nos camarades qui n'étaient même pas au courant qu'on payait cet argent. Bon, grâce à la télé et la radio, bon, ils ont été au courant. Ils viennent maintenant. On ne les regarde même pas. Quel est l'accueil qu'on vous réserve justement au ministère des Finances lorsque vous venez revendiquer ces droits? Accueil. La preuve, la semaine dernière, est-ce qu'un seul fonctionnaire du ministère des Finances est venu nous voir dans la rue? Même pas un seul. On est resté une semaine devant là. On a barré la route du ministère des Finances une semaine durant. Personne n'est venu demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Personne. Malheureusement, j'entends, je n'ai pas pu être là. Mardi, il y a 2 jours, on vient avec les chiens loups, le gaz lacrymogène pour verser sur des personnes âgées qui ont pour tort de revendiquer simplement leurs droits. Et ces droits qui datent de 26 ans. Quel acte avons-nous posé qui mérite ce genre de brimade? Et généralement, quand nous descendons pour le sitting, nous informons les autorités, que ce soit le préfet, le sous-préfet, le ministre, nous les informons tous. La dernière en date, voici une lettre que nous avons envoyée à Monsieur le Premier ministre, l'informant que nous devions reprendre notre sitting au ministère des Finances.
Et quelle était la réaction du gouvernement à ce sujet? On répond à qui? Nous sommes quoi? Des Camerounais? Je ne crois pas. On ne répond à personne. Alors comment vous vivez durant cette période, n'ayant pas ces primes qui représentent quand même des montants assez importants, on parle de plusieurs milliards de francs CFA, comment est-ce que vous vivez, vous, particulièrement? Moi, personnellement, je fais la moto, je fais le moto-taxi. Mais il y a beaucoup qui n'ont même pas cette opportunité-là. Parce que, bon, je dépasse la soixantaine, c'est vrai. Mais il y a des plus vieux que moi, qui n'ont ni pension vieillesse, qui n'ont rien, mais qui attendent. Parce que dans cela, il y a ce qu'ils ont appelé les droits sociaux, c'est-à-dire arriérés de salaire, prime de congé, prime d'ancienneté, bref, tout ce qui touche au salaire. Et puis la prime de reconversion que le chef de l'État a octroyée. Tout ça, ça reste là. Si je prends le cas de la SOTUC où moi j'ai été, M. Bekolo, qui a fait l'audit, a reconnu que la SOTUC réclame encore 195 millions de francs. La SOTUC 95. Parce qu'il faut, quand on parle 95, parce que en 90 et en 92, on a compressé à la SOTUC. Donc, SOTUC 95, c'est les employés qui sont arrivés à la fermeture. Et ceux-là encore réclament 195 millions de francs. On ne veut rien entendre parler. Le quotidien est difficile. Mais bien sûr, c'est difficile. Et où est votre famille dans tout ce cas-là? Vous qui faites aujourd'hui dans la moto, où est votre famille pour s'occuper, pour vous encadrer? Mais alors, est-ce que toutes les familles ont les moyens pour cela? Certes, les enfants, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent, mais eux-mêmes. Voilà 26 ans qu'on a fermé la société. À 26 ans, vous pensez qu'on pouvait avoir combien d'enfants? Ces enfants aujourd'hui qui ont grandi sans aller à l'école, qui vadrouillent comme ça du jour, ils vont faire comme on dit souvent, le bambé. Vous pensez que ces enfants-là aujourd'hui peuvent encadrer leurs parents comment? Avec quels moyens? Avec quels moyens? Et quelle est la suite maintenant? Le gouvernement, vous comptez faire quoi à présent que le ministre des Finances est resté indifférent face à votre dernier débrayage? Je voudrais dire ici la position du président du collectif qui m'a envoyé ici, parce que je parle ici en tant que son représentant. Cette lutte continue. Ça ne s'arrêtera pas, ou ça s'arrêtera lorsqu'on nous aura donné tout ce que nous réclamons, ou alors que nous soyons tous morts. Et même quand nous serons morts, nos ayants droit continueront. Merci, monsieur Jean-Baptiste Mbamou, ex-employé des sociétés du TAD Cameroun. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.